Yesterday, we saw Facebook get taken off the internet. I don't know why it went down, but I know that for more than 5 hours, Facebook wasn't used to deepen divides, destabilize democracies, and make young girls and women feel bad about their bodies. Sur Facebook, on a constaté, comme tout le monde, qu'il y a eu une panne qui touchait WhatsApp, qui touchait Instagram, enfin plusieurs grands réseaux internationaux. Je ne sais pas quelle est la question que ça vous pose. Moi, je trouve que ces gens-là ont trop d'importance aujourd'hui dans nos vies et je trouve que je plaide même pour s'en passer. Comment vous voyez un peu le problème autour de Facebook et tous les réseaux sociaux aujourd'hui? Je trouve, en tant que politologue, quand on connaît la tradition américaine sur la liberté d'entreprendre, c'est quand même fort quand les deux partis politiques, des personnalités des deux partis politiques réclament de démanteler ou d'amoindrir la puissance de Facebook, tout simplement parce qu'il commence de plus en plus à s'apparaître une sorte de gigantesque monopole. Ce que ces dernières semaines nous apprennent aussi, c'est d'un côté notre vulnérabilité numérique devant Facebook, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une panne, on est tous handicapés, en tout cas beaucoup d'entre nous, mais aussi il y a avec les révélations d'une ancienne haute manager de Facebook qui s'appelle Frances Haugen, on se rend compte que Facebook est conscient des torts qu'il occasionne et fait passer son propre développement et son profit devant le bien-être ou la protection de nombreuses personnes. My name is Frances Haugen. I used to work at Facebook. I joined Facebook because I think Facebook has the potential to bring out the best in us. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. Et ça nous parle aussi de notre vulnérabilité en tant que personne devant les contenus qui circulent sur les médias sociaux. Parce qu'on ne veut pas directement rendre Facebook responsable des contenus qui sont postés sur la plateforme, pas directement, peut-être indirectement, mais en tout cas, devant les contenus qui circulent sur nos réseaux, on est vulnérable. En particulier, les plus jeunes parmi nous, ceux qui sont nés plus ou moins avec un smartphone dans les mains et qui se sont complètement socialisés dessus, c'est-à-dire qui ont des amis sur les réseaux depuis qu'ils ont 8 ans et qui font beaucoup moins la distinction entre ce que vous et moi, on appellerait le monde réel et le monde numérique. Pour eux, les deux se confondent et c'est la même chose. Ce qui veut dire qu'un hashtag qui circule et qui devient populaire et fait autant de mal qu'une insulte ou qu'un harcèlement à l'école. Et je pense qu'on est vraiment en train, peut-être à un point de bascule où on se rend compte en fait de l'impact gigantesque dans la vie réelle et en particulier auprès des plus jeunes générations des contenus qui circulent dans les réseaux sociaux, sans parler des troubles que ça occasionne sur le plan de la citoyenneté, c'est-à-dire c'est des contenus qui montrent les gens politique aussi, distordent de la vérité, qui favorisent des points de vue extrêmes, etc. Il y a là de vraies questions à se poser et je pense, même si j'ai une fibre libérale en moi, je pense quand même qu'il est bon de réfléchir à limiter la puissance d'organismes comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce que c'est possible, ça? Qu'est-ce qu'on dit? Jean-Christophe, t'en dirais quoi? Je veux dire, là-dessus, oui, aux États-Unis, c'est possible dans le sens qu'ils ont une loi là, contre les monopoles, dans le fond, qui ont déjà utilisé dans le passé, je pense, pour ils l'ont pas fait, ils n'ont pas commencé à le faire. Ils l'ont déjà utilisé à l'époque du pétrole ou quoi que ce soit. Mais je ne crois pas, moi, personnellement, je crois que c'est un problème qui est lié à la nature même du médium. Ce n'est pas la compagnie qui est derrière, c'est vraiment le média électronique qui
qui engendre ces problèmes-là. De la même manière que séparer Imperial Tobacco ou British American Tobacco en deux compagnies ne change pas que les cigarettes demeurent nocives puis son usage est problématique. Puis c'est vraiment en tout cas, ce qui est sorti dans les médias nord-américains suite à cette lanceuse d'alerte Frances Haugen, dont Christelle faisait référence tout à l'heure, qui avait témoigné devant le Congrès, c'est qu'on disait que c'était le big tobacco moment des médias sociaux. C'est-à-dire que, on se souvient, là, dans les années 50, 60, le tabac était vu simplement comme un produit de consommation comme un autre. Même certains médecins, je pense, prescrivait du tabac pour aider à la digestion ou des choses comme ça. Puis il y a un moment dans les années 70 où vraiment là, les effets du tabac, les effets nocifs du tabac sont tellement objectivement manifestes. Là. Les études ont tellement démontré que là, il y a tout un autre, je veux dire, le tabac est allé sur sa pente descendante. Puis c'est seulement dans les années 90, c'est 20 ans plus tard, qu'il y a vraiment eu des poursuites collectives contre les compagnies de tabac qui, dans le fond, étaient au courant des effets nocifs de leurs produits, mais l'ont caché. Dans le fond, c'est ça la clé de cette lanceuse d'alerte, c'est qu'elle dit que Facebook est au courant des effets nocifs de son algorithme. Facebook est consciente que son produit cause des problèmes de détresse psychologique, en particulier chez les jeunes adolescents, qui serait capable de changer son algorithme, ou en tout cas de l'affecter, mais ces changements-là auraient un impact négatif sur ses revenus, donc ils ne le font pas. Et c'est ça, en fait, le noyau. Quand on parle d'effets négatifs, juste donner quelques exemples, peut-être que les auditeurs ne sont pas nécessairement au courant, mais on dit chez les jeunes filles, par exemple, les médias sociaux semblent être associés à une hausse des problèmes psychologiques, d'automutilation, de suicide. Le nombre de jeunes filles depuis 2008 aux États-Unis qui est admis à l'hôpital, donc pour des problèmes de tentative de suicide, pour des problèmes justement de détresse psychologique, je pense que, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais si je me souviens, je pense que ça a triplé depuis 2008. En particulier parce que c'est un fait démontré en psychologie là, que l'agressivité chez les jeunes garçons souvent se manifeste physiquement. Les jeunes garçons s'attendent après l'école puis ils vont se tabasser. Mais chez les jeunes filles, le mode préféré là, de manifestation de l'agressivité, c'est à travers l'insulte puis à travers briser la réputation de l'autre. Et nous, quand on était jeunes, on allait à l'école, mais peut-être que tu es dans une mauvaise école, peut-être que ta situation à l'école va mal, mais tu marches, tu arrives à la maison, puis tu es dans un autre univers. Tu es capable d'avoir l'univers de ton église, l'univers de ta famille, puis de relativiser la place de l'école. Maintenant, avec les médias sociaux permettent vraiment une certaine forme de diffamation, puis font que ces jeunes filles-là n'ont plus de lieu où ils ne sont pas agressés ou ne se sentent pas menacés. Et donc, ça, c'est un des exemples. En tout cas. Donc, pour moi, tu coupes Facebook en deux, mais ça ne change pas le fait que les jeunes vont continuer à utiliser des médias sociaux pour... Alors, qu'est-ce que tu proposes, toi? Il faut supprimer les réseaux sociaux? Il faut faire quoi? Non, on ne peut pas. C'est la boîte de Pandore. Je veux dire, on a ouvert la boîte, puis on ne peut plus rien mettre dedans. Je veux dire, c'est la nature des médias électroniques. Puis la solution serait pire de dire oui, on va mettre le gouvernement sur le sujet. Personnellement, je crois quand même à une certaine forme de coercition dans le sens où on a des lois sur la diffamation, on a des lois sur le harcèlement criminel. Mais on ne tient pas nos jeunes responsables de ce genre de comportement-là. En fait, on n'a pas juste à parler des jeunes. Je pense que les journalistes, je ne sais pas si vous, à Réforme, vous vivez ça, mais on entend aussi beaucoup de journalistes qui reçoivent des menaces, des insultes, des menaces de mort, des insultes par des anonymes sur Twitter. Pour moi, je me dis, bon, si on considère les médias électroniques comme n'importe quel forum public, je ne peux pas me promener masqué dans la rue puis commencer à insulter tout le monde ou masquer puis menacer quelqu'un de meurtre sans avoir de conséquences. Il y a une fine ligne entre qu'est-ce qui fait partie
d'une saine liberté d'expression, de choses qu'on devrait avoir le droit de dire même si ça choque, et d'autres choses qui sont vraiment au niveau de la diffamation, au niveau de l'insulte. Et pour moi, il devrait y avoir un système qui est intégré où tu peux porter plainte. Tu sais, si, mettons, les médias, si sur Facebook, je recevais une insulte d'un compte anonyme, ou un compte anonyme commence à me diffamer ou à dire des choses sur moi, ben, il devrait y avoir un mécanisme intégré à Facebook où je dis, non, je veux déposer une plainte, de simplifier, dans le fond, le processus de dépôt de plainte. Je veux porter plainte pour diffamation. Facebook est en communication avec les autorités. Le compte est démasqué. Puis les personnes doivent être responsables de qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu en penses, Léa? Comment tu vois des solutions? Parce que le constat, on l'a tous fait, on est d'accord. Mais on fait comment aujourd'hui? Alors, moi, je trouve que c'était vraiment significatif que le 4 octobre, il y a eu une panne mondiale qui a obligé, en fait, des milliards d'utilisateurs de ces différentes plateformes de réseaux sociaux à ne pas y aller. Et je pense que ça prend des pannes volontaires de réseaux sociaux dans nos propres vies, des pannes qu'on s'auto-impose, exactement, pour justement se créer un espace où on sort de ce monde virtuel et où on s'oblige à être dans le monde réel. On faisait tout à l'heure le parallèle avec les effets nocifs du tabac. Peut-être que certains pourraient dire, mais si on prend qu'une cigarette de temps en temps, c'est moins grave que si on fumait 2 paquets par jour. Alors, je ne suis pas médecin, mais pour essayer de suivre cette métaphore, je pense que on gagnerait chacun à réapprendre l'importance du jeûne, notamment par rapport aux réseaux sociaux. Parce que ça, je pense que on parle des fois d'ailleurs de jeûne intermittent, où pendant un temps particulier, on ne va pas manger. Si on s'imposait, mais pas comme une discipline stricte, mais comme une règle de conduite qui permet l'épanouissement, pendant un certain temps, ne pas être sur les réseaux sociaux. Et si c'était au-delà d'ailleurs de juste le choix individuel, mais qu'on avait des campagnes, tout comme on peut avoir des campagnes de 5 fruits et légumes par jour ou attention, le tabac c'est dangereux. Bref, qu'on puisse mettre en place aussi dans notre société des jeûnes, des moments de pause de réseaux sociaux. Je pense que ça donnerait cet espace de liberté. Notamment parce que pendant cette panne, on a été bien obligé de faire autrement et on découvre qu'on peut faire autrement. Donc peut-être un appel à redécouvrir l'importance du jeûne et de le voir non comme une privation, mais comme quelque chose justement qui donne la liberté.